beaucoup. Pour essayer de respecter le temps qui m'est imparti, je voudrais commencer par faire simplement quelques constatations sur le contexte de la mondialisation et du Maghreb, très rapidement, avant d'en venir à mon message. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le niveau de développement des pays du Maghreb est apprécié diversement par les analystes nationaux et internationaux, et tous semblent estimer que les pays du Maghreb pourraient mieux faire et imputent la faiblesse de leur performance, notamment à l'absence de rapprochement régional. Et bien sûr, dans le contexte de la mondialisation au XXIe siècle, où elle est en voie d'accélération, et je crois que les économies n'ont jamais été aussi interdépendantes, et les facteurs qui ont présidé à l'internationalisation de ces dernières décennies n'ont pas encore produit tous leurs effets. Je ne prendrai comme exemple que les transports et la rapidité des transports. Et bien sûr, la transnationalisation récente de la production, qui est simplement à ses balbutiements. Donc, cependant, je dois souligner un phénomène qui semblerait vouloir freiner, mais qui en fait ne freine pas la mondialisation, c'est que les frontières demeurent malgré la mondialisation, et ces frontières sont un élément irréductible des différences linguistiques et culturelles entre nations. Les échanges internationaux présentent toujours les caractéristiques d'être fortement polarisés autour de grands pôles économiques, et cette polarisation signifie que la géographie et l'histoire continuent à expliquer, malgré la mondialisation, l'essentiel des échanges dans le monde. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie la tendance à l'aspiration à la formation d'ensembles régionaux pour mieux faire face aux défis de la mondialisation, bien que la participation à des accords régionaux peut également répondre à des motivations politiques. Et je ne vais pas détailler ce que j'avais dans ma déclaration à ce sujet-là. Une dernière remarque que je voulais faire à ce sujet, c'est que le phénomène de la mondialisation s'accompagne, on peut le constater dans beaucoup de pays européens, par une certaine tendance à faire plus confiance dans les États membres de ces groupements régionaux aux entités locales et régionales. Il s'agit en fait de l'expression d'une notion de démocratie plus avancée, proche des citoyens, en mesure de répondre plus adéquatement à leurs besoins et attentes sur les bases des spécificités historiques, culturelles, économiques et autres. Toutefois, ce phénomène, et je voudrais souligner cela, ne doit pas être confondu avec tout processus qui pourrait potentiellement mener à la sécession, à la création d'un État non viable et défaillant dans une région en totale contradiction avec l'objectif primordial de constituer un front commun pour mieux affronter la concurrence internationale. Et nous avons eu ces dernières années nos lots d'États défaillants, et cette notion d'État défaillant est en train d'être développée, et il est difficile de l'appréhender aujourd'hui. C'est une des questions qui se pose à nous dans le domaine international. Alors, dernière remarque sur le Maghreb dans le contexte de la mondialisation, c'est qu'en tout cas, la mondialisation contraint le Maghreb, comme d'autres régions de la planète, à repenser ses structures et ses choix stratégiques en vue de réussir son positionnement sur cet échiquier qui est économique et de développement qui est dynamique et sélectif. Car il faut bien le dire clairement, comme cela a été dit depuis ce matin, le Maghreb, malgré son enracinement historique qui fonde sa légitimité, reste largement en dehors de la dynamique de regroupement que la mondialisation impose. Certes, les pays du Maghreb sont liés par une histoire commune, ainsi qu'une diversité culturelle partagée, et font face aux mêmes enjeux de société. Mais tous ces atouts n'ont pas été mis à profit, et le Maghreb, à travers l'UMA, demeure une réalité incomplète, amputée et un levier inopérant dans la configuration actuelle des relations internationales. Pourtant, le Maghreb est devenu, et cela a été souligné par beaucoup d'orateurs ce matin, est devenu un terrain fertile de déplacement des capitaux, des idées et des hommes. Je ne prendrai pour exemple, sans développer, le problème de l'immigration dont on a discuté ce matin et le problème de la sécurité que vient d'aborder mon ami Athman Bouhabid. Donc, je voulais dire que là, si j'essayais de décrire, comme je le vois moi personnellement, l'approche marocaine, elle me semble s'inscrire dans l'idée de promouvoir le rapprochement régional au Maroc et en même temps poursuivre, sinon renforcer,
notamment la démocratie participative dans notre pays. Est-il besoin de rappeler dans ce cadre que depuis la deuxième moitié des années 90, le Maroc s'est engagé dans un chantier de grandes réformes démocratiques. Je ne citerai que le Code de la famille ou l'ouverture à la culture amazigh ou encore Diwan al-Madalim qui est la version locale de l'Ombudsman comme étant des exemples de ces réformes démocratiques que nous sommes en train d'entreprendre dans notre pays et dont la session extraordinaire ou la session du Parlement actuellement est en train encore de faire des progrès dans ce domaine. Dans le même esprit et pour donner tout son sens à la démocratie participative, les collectivités locales bénéficient, grâce à des réformes récentes, de très larges prérogatives. De même, un processus de renforcement de la décentralisation est en cours sur la base d'un système de régionalisation élargi qui repose sur des pôles régionaux homogènes. D'ailleurs, et c'est à cela que je voulais en venir, la décision du Maroc de proposer son projet pour la région du Sahara s'inscrit clairement dans cette démarche marocaine qui a été construite depuis une dizaine d'années. Car il faut bien le souligner, et cela vraiment a tendance à se perdre dans l'histoire. Il faut bien souligner que la légalité internationale de la récupération du Sahara par le Maroc est tout à fait bien établie. L'accord de Madrid, que l'on oublie, du 14 novembre 1975, consacre la récupération du dit territoire conformément au principe 6 de la résolution 1541 de 1960 de l'Assemblée générale de l'ONU, qui ne limite pas l'autodétermination, et ça on a tendance à l'oublier. L'autodétermination ne doit pas être limitée à l'indépendance. Et on peut considérer qu'un territoire non autonome peut exercer son droit à l'autodétermination en s'intégrant dans un État indépendant. De même, je voudrais souligner que le droit international et la pratique des Nations Unies ne prescrivent pas de modalités particulières comme étant des moyens uniques ou privilégiés permettant l'expression de la volonté de la population au sujet de l'avenir d'un territoire non autonome. La seule condition requise est l'expression libre et effective de la volonté de la population en question. Et cela peut prendre plusieurs procédés, on peut utiliser plusieurs procédés, dont la vie d'une assemblée représentative, et je crois que c'est ce qui a été utilisé dans le cas du Maroc. En ce qui concerne le Sahara, l'Assemblée générale de l'ONU, qui a pris note de l'accord de Madrid, a demandé l'organisation d'une consultation appropriée de la population. Le Maroc a donc emprunté cette modalité pour donner effet à cet accord. La consultation de la population sahraoui, exprimée par son assemblée représentative locale, qu'on appelle la Jma'a, est intervenue en 1976 et a permis à la population d'exercer son droit à l'autodétermination, lequel s'est traduit par une réintégration au Maroc. D'ailleurs, je voudrais simplement signaler des situations analogues de par le monde ont été résolues par la mise en place d'un statut particulier dans le cadre de la structure étatique existante, que ce soit en Italie, au Royaume d'Espagne ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De plus, et je terminerai là la démonstration juridique qui est parfois rébarbative, c'est que le paragraphe 6 de cette fameuse résolution 1514 sur le droit à l'autodétermination inscrit bien le droit de l'autodétermination dans un cadre bien précis, c'est le respect de l'intégrité territoriale. La question du Sahara s'inscrit bien dans ce cas de figure, puisque le Maroc n'a jamais cessé de revendiquer le territoire et a été le premier à demander son inscription à l'ordre du jour de l'ONU en vue de sa récupération. Il a produit les titres historiques et juridiques prouvant que ce territoire lui appartenait et c'est dûment prévalu de cet article 6 de la résolution 1514. En fait, est-ce que la question du Sahara occidental marocain n'est-elle pas en fin de compte un faux problème ? Un différend artificiel qui entrave la construction maghrébine et toute collaboration régionale efficace pour lutter contre les fléaux du monde contemporain. C'est ce qui a fait dire à Laurence Amour de la section de la recherche au Collège de l'OTAN, et que je trouve résume bien la situation juridique, que la gestion de ce contentieux par le droit s'est avérée insuffisante et impuissante dans la mesure où le contentieux par le droit s'est avéré insuffisante et impuissante dans la mesure où les fondements juridiques qui ont présidé aux propositions de règlement, inspirés des idéaux en vogue dans les années 60, n'ont pas évolué depuis 30 ans, les plans de règlement successifs, incapables de se renouveler au contact des nouvelles exigences de l'époque, se sont retrouvés en décalage progressif,
puis en rupture franche avec la nouvelle configuration mondiale. C'est la citation de l'auteur. En tout état de cause, et conformément aux vœux de l'ONU de promouvoir une autre voie, le Maroc a pris la décision de proposer un statut d'autonomie pour la région du Sahara. Il s'agit d'une démarche nouvelle. Bien que l'on parle de l'autonomie depuis longtemps, je crois qu'il s'agit d'une démarche nouvelle, une démarche de réconciliation et une contribution novatrice en adéquation justement avec l'évolution des réalités nationales et internationales. La réalisation de l'autonomie s'inscrit parfaitement dans les choix démocratiques et de décentralisation de l'État marocain dans son ensemble. Elle est le meilleur garant du respect des droits fondamentaux de la personne humaine reconnue et garantie par la Constitution, les lois et les engagements internationaux du Maroc. Je ne reviendrai pas sur le fait que cette notion a été évoquée déjà en 1971 par feu Sa Majesté Hassan II. Tout en tenant compte d'une expérience nationale de plusieurs décennies dans le domaine de la gestion territoriale, le projet marocain voudrait intégrer la conception universellement reconnue du régime d'autonomie et exprimer la ferme volonté du pays et son engagement à promouvoir les valeurs démocratiques d'ouverture, de dialogue et de paix durable, ainsi qu'un développement harmonieux. Le projet marocain veut concilier la souveraineté marocaine et les droits collectifs des populations du Sahara sur la base de leur identité régionale. Il se base sur les principes de la légalité internationale et répond aux dénominateurs communs des différentes approches et doctrines qui font autorité dans ce domaine. Le postulat que nous avons retenu, que le Maroc a retenu, est celui de l'autonomie politique territoriale, fondée sur la région et destinée à confier à la population concernée le moyen de lui permettre d'exprimer son identité distincte et de diriger ses propres affaires sans porter atteinte à l'autorité de l'État central. La démarche marocaine a été élaborée sur la base d'une large consultation nationale impliquant l'ensemble des partis politiques et des représentants des populations sahraouies. Cette démarche démocratique a permis d'aboutir à un consensus national sur la nécessité de doter le Sahara d'une large autonomie. Le Conseil royal consultatif des affaires sahariennes, le CORCAS, instance représentative de toutes les composantes tribales, des différentes sensibilités politiques et socio-économiques des populations de la région, a pleinement participé à l'élaboration de cette proposition d'autonomie. De plus, là aussi je crois que c'est quelque chose qui a tendance à se perdre, le Maroc dispose d'atouts importants pour régler judicieusement cette question. Contrairement à beaucoup d'autres pays, le Maroc est une société plurielle, au sein de laquelle des groupes ethniques et culturels diversifiés, arabes et berbères, musulmans et juifs, vivent en paix les uns avec les autres depuis des siècles. Je crois que c'est intéressant et important de le souligner dans le contexte actuel. Il n'est pas inutile de rappeler à ce sujet les caractéristiques de la population sahraoui, en particulier ses traditions de nomadisme et la structure de la société tribale, de la société sahraoui. Je voudrais à ce sujet, si vous me permettez, citer les secrétaires généraux, parce que je crois que le secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuellar, M. Kofi Annan, avait bien résumé la situation en ce qui concerne les tribus sahraouis, et je voudrais vous lire un passage de leur rapport, qui n'est qu'une illustration, puisque ça a été répété plusieurs fois dans différents rapports du secrétaire général. M. Kofi Annan écrit « Du fait de leur caractère nomadique, les populations du territoire du Sahara traversent facilement les frontières pour se rendre dans les pays voisins où ils sont accueillis par des membres de leur tribu ou même de leur famille. Ce flux et reflux des populations au niveau des frontières du territoire rend difficile le recensement complet des habitants du Sahara espagnol et se pose également le problème délicat de l'identification des Sahraouis du territoire et au-delà, un recensement satisfaisant des réfugiés. Plus récemment, M. Kofi Annan a reconnu, et je cite, le caractère mal défini de l'affiliation tribale avec le territoire et ses conséquences sur l'application du plan de règlement. C'est dire combien la proposition du Maroc actuelle est réaliste et tient compte des préoccupations d'une partie importante des populations du Sahara au sujet de tout processus de l'ONU qui, quel que soit son mérite, ne peut avoir vocation à statuer sur l'identité sahraoui de milliers de membres des tribus qui se sont, de père en fils,
de père en fils, toujours réclamés de cette culture et de ces provinces et qui risqueraient d'être marginalisés ou exclus de la décision sur leur avenir. La proposition marocaine s'inscrit donc clairement dans la démarche de plus en plus consensuelle sur la scène internationale qui suggère, pour mieux affronter les défis de la mondialisation, d'allier une politique de regroupement des pays de la région avec un véritable projet de décentralisation interne et d'autonomie des entités locales. Ainsi, ce projet me semble à même de fournir une solution politique appropriée à un différend qui n'a que trop duré, un conflit qui porte préjudice aux intérêts de tous les peuples du Maghreb et empêche toute intégration régionale capable d'apporter prospérité, paix et sécurité, non seulement au Maghreb, mais à toute la région sahélo-saharienne et méditerranéenne. Je voudrais conclure en disant que dans cet esprit, à mon avis, un dialogue constructif entre les parties demeure le moyen privilégié pour permettre de dépasser tout malentendu et de s'assurer de la confiance nécessaire à la réussite de cette initiative. Cela permettrait également de mieux adapter la mise en œuvre aux objectifs convenus et aux spécificités régionales. Ainsi, la proposition marocaine gagnerait à faire l'objet d'un accord avec les autres parties en vue de contribuer concrètement à rapprocher les États de la région et relancer la dynamique d'intégration maghrébine au bénéfice de tous. De même, une consécration internationale de cette proposition au moment opportun et sous une forme appropriée permettrait d'accélérer le règlement définitif de cette question. Je vous remercie.